poursuivons ces interviews sur le plateau M&A Stories pour la 2e édition. Vous regardez toujours For Change. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lucie Bossel. Bonjour Lucie. Bonjour Mathieu. Et Olivia Sibieux. Bonjour Olivia. Bonjour Mathieu. Vous travaillez toutes deux au sein de Howden. Howden, un acteur bien connu, donc du brokerage assurance, plutôt dans les opérations de M&A. Vous me corrigerez, vous compléterez si jamais j'oublie évidemment d'autres axes sur lesquels vous travaillez. Vous étiez à l'instant sur le panel nouveaux enjeux d'un deal. Donc qu'est-ce qui se passe en 2024 dans les deals d'un point de vue assurance, financement? Qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue assurance, on met en place de plus en plus d'assurances en France. C'est vraiment on le ressent dans toutes les directions comme direction M&A, dans les fonds, chez les corpos. Il y a un vrai enjeu qui s'installe. Absolument. C'est vrai que ça a commencé chez les fonds de private equity, en immobilier, et puis voilà, plus largement dans tous les secteurs d'industrie. Et là, en fait, nous, on a été approchés par des corporates et on a même conseillé l'année dernière, et il y a eu un article de presse, donc j'en parle librement. Je sens une fierté. Voilà, on a conseillé la Banque Postale, donc du coup une entité backée par l'État français, et donc c'était une grande fierté pour nous parce que c'était la première fois qu'on intervenait à leur côté. Et à quel titre alors? Donc sur une assurance gap, quelque chose? Absolument, dans le cadre de l'acquisition de la financière de l'Échiquier. Magnifique. Je rebondis sur ce que dit Lucie. C'est vrai qu'il y a une utilisation croissante du produit et j'y assiste aussi en tant que broker fiscaliste. Donc moi, je m'occupe vraiment de la partie risques identifiés fiscaux. Et je complète, j'abonde dans son sens sur le fait que les vendeurs, enfin côté vendeur et en amont des transactions, l'outil est de plus en plus utilisé en fait. Et le marché se l'est approprié et ils anticipent les sujets. Et en fait, moi, à titre, dans ma pratique chez Howden, j'ai eu l'occasion aussi de conseiller un gros corporate dans une réorganisation intra-groupe pré-closing en vue de la vente d'un groupe. Pardon. Donc, et du coup, parce qu'on voit bien, donc le point 1, c'est que le métier se développe. Le point 2, c'est qu'il se développe à tel point que les assurances vont avoir des practices à proprement parler. Oui, on est organisé comme un cabinet d'avocats en fait, par practice, par juridiction. Il y aura social, ESG, ainsi de suite. Donc on vous prédit de belles années dans le cadre de votre développement. Mais j'ai une question peut-être, Olivia. Assurer un pan fiscal dans le cadre d'un deal M&A, ça sert à quoi alors que je peux aller faire un rescrit avec l'administration? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, c'est deux routes alternatives, c'est-à-dire exclusives. C'est-à-dire que soit tu passes par la route du rescrit, soit tu fais une assurance fiscale. En fait, le rescrit, il permet de sécuriser un régime fiscal auprès de l'administration. Mais déjà, ça prend beaucoup de temps. L'assurance, c'est extrêmement rapide. Le process, il est vraiment rapide, entre 5 et 10 jours ouvrés. Ah ouais. Globalement, entre tout compris, ouais. Entre 7 et 10 jours ouvrés en moyenne. Donc c'est très rapide, donc ça s'adapte parfaitement bien à une dynamique de transaction justement. Donc déjà il y a un gain de temps. Et ensuite, avec une assurance fiscale, vous prenez pas le risque qu'on vous dise non, vous êtes couvert. Si jamais le risque se matérialise et que vous êtes redressé par l'administration fiscale, vous êtes indemnisé. Alors que si vous allez voir l'administration fiscale, vous prenez le risque qu'on vous dise non et que votre régime soit pas sécurisé, ou enfin vous êtes fixé sur votre régime fiscal, mais vous devez payer la charge financière qui est attachée au risque et à l'incertitude qu'il y avait. C'est contre-intuitif, une assurance dans le cas d'un redressement. Parce qu'un redressement, ça veut dire qu'on n'a pas été compliant. Or, en général, l'assurance s'arrête dès lors qu'on est hors cadre. Ouais, alors c'est pareil. Ouais, c'est vrai qu'on me le dit souvent. On me dit souvent, c'est hyper contre-intuitif parce que du coup, on a l'impression que comment est-ce qu'un risque dont l'existence est avérée peut être assurable? On a l'impression qu'il n'y a pas d'aléa. Et en fait, l'aléa, c'est est-ce que j'ai de bonnes chances de gagner contre l'administration fiscale? Dès lors que j'ai des bonnes chances de gagner, donc que j'ai des arguments, pas forcément des arguments massus, mais des arguments, des bons arguments idéalement, potentiellement, vous pouvez être couvert. L'assureur portera la responsabilité financière de ce risque à votre place. Donc on fait quoi dans le dossier? On met des bios d'avocats? On met des bios de lawyers spécialisés en contentieux avec l'administration, en contentieux fiscal et précontentieux pour justifier justement d'un aléa possible. Alors ce qu'on fait, c'est que justement j'ai besoin de l'analyse fiscale pour travailler. En tant que broker, on a besoin de l'analyse fiscale qui décrit le risque. Il n'y a pas de formalisme, ça peut être un mémo, une note, peu importe, un extrait de rapport de due deal. C'est vraiment, il faut qu'on comprenne les faits au cas présent, donc ça doit être circonstancié et détaillé. On présente les arguments. Pourquoi est-ce qu'on a raison? En fait, on montre l'incertitude, on présente l'incertitude technique ou factuelle. Et on dit, voilà, on a retenu cette position-là, on pense qu'on a raison pour tel et tel argument. Et sur cette base-là, nous, en tant que broker, on va le pitcher sur le marché des assureurs. Les assureurs, eux, ont leurs propres conseils fiscaux français qui vont relire la note en a non-reliance basis. Donc, ils vont pas se retourner contre les avocats du client fiscaliste, mais ils vont prendre leurs propres avocats et se demander, faire leur propre analyse. Voilà.
Et c'est vraiment qu'entre fiscalistes, en fait. D'un bout à l'autre de la chaîne, vous êtes qu'avec des fiscalistes chevronnés. Donc, c'est vraiment une industrie extrêmement niche et qui est en plein essor, en fait. En tout cas, c'est nouveau, parce que ça existait peut-être pas il y a 5 ans, ça. Non, alors ça existait, mais moi, j'ai été recrutée il y a 3 ans en France, et c'est le début du marché français. Tu faisais quoi avant ? J'étais avocate fiscaliste. D'accord, ok. Ouais. Pas de regret ? Pas de regret. Pas du tout. Pas de regret. Dans cette équipe, on voit une bonne dynamique. Ouais. Donc, je vois Lucie sourire. Lucie, alors, juste une dernière question. Vous, du coup, ça se développe, mais le caper un risque, ou en tout cas baquer un risque fiscal dans le cadre d'un deal, si on prend 100% des deals sur lesquels Howden intervient, dans combien de pourcentage de cas on prend le risque fiscal aussi ? On fait un double. C'est 1 sur 10, 2 sur 10 ? Ça dépend si on parle d'une transaction immobilière. Dans les transactions immobilières, je dirais 90%. On met en place des assurances de risque fiscal. Et du coup, tu le fais sur le Manpack ? On peut aussi faire sur le Manpack. Je veux pas vendre du rêve. Il faut que vous l'entendiez, ça. Mais... Donc, pas sur toutes les structures de Manpack, mais sur certaines structures de Manpack. Les moins agressives. Non, c'est pas forcément les moins agressives, mais il y a une structure qui fonctionne bien à l'heure actuelle. Je préfère préciser parce que le marché est en constante évolution, donc ce que je vous dis là ne sera pas forcément valable dans 6 mois. D'ailleurs, il y a 3 ans, quand je suis arrivée chez Howden M&A, les Manpack n'étaient pas assurables. Donc aujourd'hui, ça l'est. Il faut que vous ayez en tête qu'il faut qu'il y ait une structure interposée entre le groupe et les managers. C'est le confort qui permet à l'assureur de se positionner et de courir le risque. Vous l'avez compris, Olivier a beaucoup de choses à vous dire en M&A comme en LBO, puisque les Manpack, pour ceux qui nous viennent de la planète corporate, c'est évidemment les management packages appliqués dans le cadre de LBO aux managers. Lucie, oui. Bon, ok, on a compris que la garantie de passif et les assurances autour, ça se porte bien, mais qu'est-ce qu'on se dit en 2024 au-delà du fait que ça se porte bien ? Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter de l'assurance gap. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que le marché français est un petit peu en retard dans le cadre de l'assurance gap parce qu'on a tous en tête notre assurance obligatoire automobile habitation qui fonctionne pas et donc le français n'aime pas l'assurance. Il faut partir de ce postulat-là. Il faut aussi se dire que jusqu'à très récemment, les fonds, on faisait des dossiers en 48 heures. Alors oui, c'est une époque qui révolue, mais on se donnait pas, et dans ce cadre-là, il n'y avait pas forcément de déclaration négociée entre les fonds qui se connaissaient, qui connaissaient les équipes et qui du coup faisaient confiance. Donc tout ça fait que on estime à environ 20% des dossiers assurables qui sont assurés en France. Et donc il y a eu en fait un engouement, il y a quand même une marge de progression assez significative puisque dans le reste de l'Europe, hors Italie, donc Italie et France, on est un peu dans le même panier, on estime le nombre de dossiers assurés à environ entre 50 et 80% selon les pays. Donc forcément la marge de progression est très importante. Donc les assureurs ont senti l'aubaine et donc ont tous ouvert des bureaux ou recruté des anciens avocats pour ouvrir leurs bureaux en France et développer la pratique en France. Et donc forcément, le nombre des assureurs a augmenté. Le nombre des dossiers n'a pas augmenté avec le même pourcentage. Et donc forcément, les taux sont plus bas. Et avec une directrice France comme vous, Lucie, je me persuade que la matière continuera d'évoluer. Je l'espère. Mais juste, je vous dis, c'est pas cher, c'est le moment d'y aller, mais ça voudrait dire que l'assurance gap, par exemple, est complètement décorrélée de ce que, justement, vous parlez de l'assurance habitation, mais même pour les risk managers qui peuvent nous regarder ou ceux qui ont une connaissance de l'évolution de la tarifaire des polices qui n'a cessé d'exploser sur les dernières années, on se prend des 20, 30, 40 points sur certains risques et en plus, ça s'enchaîne d'exercice en exercice. Chez vous, c'est pas le cas, ça reste... Alors, il faut savoir que c'est... Combien ? Ça coûte combien ? En pourcentage. En pourcentage. Donc, il faut savoir que pour calculer le prix d'une assurance, on part de la valeur d'entreprise. Sur cette valeur d'entreprise, on applique entre 10 et 30% de montant assuré. C'est la pratique qu'on constate sur le marché français et sur le marché européen plus généralement. Et ma boîte vaut 100 millions, je vais l'assurer à hauteur de 20, 30 Voilà, disons 20. On va assurer 20 millions d'euros. Et bien, en fait, ça va coûter entre 200 000 et 400 000 euros. Une prime payée une seule fois, donc c'est entre 1 et 2%. À l'heure actuelle, on est plutôt à autour de 1 qu'autour de 2. Ça fait bien longtemps que j'ai vu un taux à 2%. Et qu'est-ce qui va faire que le taux va être plus ou moins élevé ? En fait, c'est si il y a différentes juridictions. Et quelles sont ces juridictions ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés ? Est-ce que le risque social est important ? Est-ce que il y a une industrie réglementée ? Tout ça, en fait, est pris en compte par les assureurs et donc fait que un dossier, par exemple, pour assurer des casinos, en août 2022, ça coûtait 6%. Ouais. En novembre 2023, ça coûtait 2%.
Voilà, parce qu'il y a eu plus d'assureurs à côté et donc forcément, voilà. Les assureurs aiment le blackjack. C'est ça. Merci infiniment en tout cas d'avoir bien voulu partager ces moments avec nous. Nous vous retrouvons évidemment l'année prochaine pour la 3e édition d'M&A Stories. Et en attendant, vous l'avez compris, n'hésitez pas à contacter Howden pour tout ce qui concerne vos assurances dans le cadre des transactions du fiscal à la Gap, en passant par bien d'autres choses, j'en suis sûr. Howden M&A. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite des interviews. Merci Mathieu. Beaucoup.